Bien, bah, écoutez, bonjour et bienvenue à toutes et tous, hein. C'est un plaisir de voir certains visages, même tous les visages d'ailleurs. Nous allons donc co-animer avec Florence Rizzo et Mathieu Buet, que je remercie bien évidemment de leur présence, ce petit temps d'échange qui se veut donc convivial autour du plaisir et aussi également de techniques qui vont nous permettre encore d'être encore plus efficaces face à des écrans. Donc, je remercie bien évidemment le pôle pédagogique de la MLF de nous donner l'opportunité de travailler, de réfléchir sur cette problématique de nos postures vis-à-vis du numérique et de la convivialité. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec Florence Rizzo, cofondatrice donc de Synlab et co-directrice de Synlab, donc deux grandes plateformes que vous connaissez bien, Être Prof et Manage Educ, qui sont vraiment de superbes ressources. Et Mathieu Buet, qui est vraiment la personne idéale pour intervenir sur cette problématique-là, sur ces échanges-là, qui est facilitateur d'échanges et qui va également contribuer à animer ce moment-là. Alors, on vit tous depuis mars dernier des situations auxquelles on a su faire face, mais il est intéressant de connaître différentes techniques qui nous permettront d'être encore plus efficaces et surtout de renforcer les liens que nous avons avec nos collègues, avec nos élèves. Alors que ce soit dans l'enseignement à distance, que ce soit dans l'enseignement hybride, que ce soit dans l'enseignement présentiel contraint, on est tous plus ou moins, on fait tous face à différents scénarios pédagogiques avec nos écrans. Donc, comment améliorer ça? C'est une première problématique. Et comment, nous aussi, il y a des cadres ici dans cet atelier, comment on peut arriver aussi à mieux piloter nos équipes à travers les écrans. Et il y a différentes techniques dont on va parler tout à l'heure. Et même nous, là, je fais un petit clin d'œil au siège, c'est vrai qu'avec le réseau MLF, avec les séminaires que nous avions en présentiel, comment bien arriver à donner un petit peu plus de convivialité encore à nos échanges de réunions de réseau, Zone Espagne, je salue encore une fois Christophe, ou MLF Monde. Voilà, donc il existe des invariants et je pense que nos deux intervenants, Florence et Mathieu, vont nous permettre de saisir toutes les opportunités qu'il y a avec ces dispositifs. Voilà, c'était une petite introduction et je vous laisse la parole et on interviendra à trois voix. Bonjour à toutes et à tous, ravi qu'on puisse être réunis à cette occasion-là. Donc, on a un petit souci technique là sur l'organisation. Claim Host n'a pas l'air de fonctionner pour Mathieu, donc c'est un appel à Delphine et au service technique pour essayer de nous aider en parallèle. Donc, on a une petite présentation qu'on ne peut pas projeter pour l'instant, sauf si toi, Hervé, tu peux t'en saisir. Donc, ce qu'on avait envie de vous dire sur ce sujet de la convivialité, moi je suis allée regarder juste par curiosité, mais convivialité, convivium, en fait c'est le repas pris en commun et c'est la définition que j'ai trouvée, c'est la capacité d'une société à favoriser la tolérance et les échanges réciproques des personnes et des groupes qui la composent. Et j'ai regardé aussi l'hospitalité, qui est la générosité, la bienveillance, la cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes. Et pourquoi on a voulu regarder ces définitions-là, c'est qu'évidemment, quand on est en fait dans une situation présentielle, on va toujours avoir, alors selon les cultures et les pays, mais le café d'accueil ou quelque chose qui va venir briser la glace, qui va être dans un moment de partage informel. Et évidemment, à distance, c'est plus difficile et on ne prend pas forcément ce temps-là de soigner l'accueil, soigner l'ouverture, soigner l'inclusion finalement de l'ensemble des parties prenantes d'un groupe. Et je vous propose de prendre en une seconde la parole pour juste dire votre prénom et le pays dans lequel vous êtes. Moi, je m'appelle Valérie et je suis en Espagne.
Bienvenue Valérie. Allez, on enchaîne. Allez-y. Alors moi, c'est Noël et je suis en Espagne également. Voilà. Bonjour Bonjour, Noël. Noël. Salut Noël. Christophe en Espagne aussi. Voilà. Voilà, On, l'Espagne en force. on sent les copains qui sont venus. Merci. Bienvenue. Bonjour, c'est Léa, je suis de la mission laïque. Bonjour Léa, mets la Léa. caméra s'il te Bonjour, plaît, Léa. on veut te voir. Et bonjour, c'est Delphine du siège. Super. Delphine du siège. Bonjour Delphine. Bonjour, Alexis, siège à Paris, fête en France. Salut Alexis. Bonjour, Marie-Astrid. Bonjour, Marie-Astrid. Mélissa du siège aussi. Salut Bonjour. Mélissa. Salut. Bonjour, Lionel en France. Bonjour Lionel. Bienvenue, qui s'est encore exprimé? Bonjour, Mylène, en France et bientôt au Bahreïn. Ah, ok, bienvenue. On a aussi Sophie qui est chef d'Agadir et désormais en France. Est-ce que Super. d'autres sont autour de cette table et oui, dire qui ils sont? Bon, on va démarrer. Bon, on peut Mathieu, démarrer, c'est ouais. bon pour la projection? En préparant cette présentation, on s'est dit justement que il fallait accueillir, y compris les problèmes de connexion et les problèmes techniques. Donc, je vais essayer de partager du coup mon écran. Donc, ce qu'on voulait échanger avec vous aujourd'hui, donc c'est sur cette question. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Voilà. Donc le premier sujet sur cette convivialité, comment la faire vivre en fait via le numérique, c'est vraiment comment on soigne cet accueil pour que chacun se sente inclus. On se disait avec Hervé que parfois dans les visios on met pas forcément notre caméra, on est un peu là sans être là. Et donc ce temps d'accueil, c'est aussi un temps pour briser la glace, montrer qu'on est vraiment présent, qu'on a envie de partager avec le groupe. Et donc, voilà, il y a un point de vigilance, disons, à essayer de soigner cet accueil pour que chacun se sente bienvenu dans le groupe. Et ensuite, on avait envie aussi de prendre un temps sur cette question de comment on pose le cadre, un cadre qui soit favorable aux échanges réciproques dont qu'on évoquait au début sur cet aspect qui est constitutif finalement de la convivialité. Quelle est la base en fait pour bâtir des échanges réciproques? Et Mathieu, est-ce que ta connexion te permet de parler quand même et de nous présenter ce cadre ABC que tu aimes bien partager? Alors, le témoignage de Mathieu était effectivement particulièrement riche et intéressant. C'est pour ça que ça serait très dommage s'il n'arrivait pas à s'exprimer avec nous, même si le diaporama proposé par Florence va grandement nous aider à piloter nos établissements et aux collègues enseignants à travailler avec leurs élèves, et mieux travailler encore avec leurs élèves. Mais écouter Mathieu serait une bonne chose. Alors, je vais reprendre la main et dès que tu pourras, Mathieu, t'exprimer, tu nous feras le signe. En gros, il y a une grande différence entre fixer un cadre qui peut sembler effectivement un terme un peu ferme et rigide, et puis l'idée d'installer, Mathieu dirait, une membrane autour des participants qui soit plutôt souple et flexible, c'est-à-dire quelque chose de contenant qui va permettre d'accueillir en fait ce que chacun est dans le moment dans lequel il est
au moment où il arrive dans cette visio. Et donc, le premier mot, c'est l'accueil. L'accueil profondément au sens de voilà, d'accueillir tout ce qui vient, y compris ce qui peut être inconfortable. Là, on le voit puisqu'il y a des petits soucis techniques. Mathieu n'arrive pas à se connecter, donc on peut vite avoir de l'agacement à distance. Donc, comment on met en place en fait des conditions propices à la coopération en accueillant chacun dans ce qu'il est, et y compris avec les soucis techniques. En tout cas, c'est un ingrédient qui est favorable à la parole et à l'écoute. Deuxième chose, le B, la bienveillance. Donc, voilà, on en parle souvent beaucoup et c'est parfois pas toujours facile de le mettre en place au quotidien et encore plus à distance avec la froideur des écrans. Donc, voilà, c'est de veiller à ce que, voilà, regarder positivement les choses, et puis profondément la confiance en se disant que, voilà, on fait confiance dans le fait que les personnes qui sont présentes aujourd'hui sont les bonnes personnes et qu'avec ces personnes-là, on va pouvoir échanger, construire, travailler, quoi qu'il arrive. Et pour compléter ce propos-là, ce que je voulais peut-être partager aussi avec vous. Mathieu, est-ce qu'on t'a récupéré ? Non, toujours pas. Donc, on a en fait des règles qui sont un peu au fondement de l'intelligence collective, et qui peuvent être aussi des éléments sur lesquels on peut avoir un point d'attention quand on veut animer en fait un temps collectif à distance. Puisque ce qu'on se disait avec Hervé, et je pense que tu pourras reprendre la parole aussi, c'est que dans les situations qui ont pu être inconfortables ces derniers mois, enfin cette dernière année, c'était plutôt les temps collectifs qui étaient inconfortables que les temps individuels qu'on arrivait à réguler par téléphone, par une conversation bilatérale, mais que finalement le plus difficile, c'était d'animer des temps collectifs, alors que ce soit une classe pour un enseignant ou un conseil pédagogique, un conseil d'enseignement, un conseil de classe, enfin, toutes ces dimensions collectives qui nous permettent de nous retrouver ensemble autour d'un objet commun. C'était là où il y avait le plus de difficultés finalement à vivre ça et à les animer. Exact. Hervé, est-ce que tu veux compléter ? Oui, je veux bien compléter sur ton propos. C'est aussi la question que tu évoquais quand on a préparé cet atelier, de l'intention en fait. Et alors, à la fois au niveau des élèves et au niveau des collègues qui participent à un conseil pédagogique, un conseil d'enseignement, on s'aperçoit très rapidement, et on l'a tous testé, que lorsqu'on est face à un écran, on a tendance à être dans le multitâche, à regarder nos mails, à checker si la concentration n'est pas optimale. Donc, la question de cet atelier, c'est justement bien préparer ces instants-là à travers l'intention. Si Mathieu nous rejoint, il parlera de la préparation en amont, qui est pour lui fondamentale dans ce type d'exercice, et qui sont de véritables opportunités. À votre contact, moi, et en préparant cet atelier, je me rends compte de tout le potentiel qu'il y a à travailler même à distance et avec ce type de dispositif, lorsqu'on peut mettre en place des petits groupes, lorsque effectivement on peut faire travailler les collègues et ensuite restituer. L'intention est assez fondamentale, et je le disais, moi-même, je me rends compte que lorsque j'anime un conseil pédagogique, je suis vraiment un petit peu dans le descendant, c'est-à-dire que je ne parviens pas à faire participer les collègues ne maîtrisant pas suffisamment les aspects techniques et n'ayant pas eu cette réflexion au préalable. Et j'espère qu'après ces échanges, j'arriverai à avoir une pratique un peu différente. Donc, vraiment, c'est toute la question de l'intention, j'insiste un peu là-dessus, de la bienveillance, tu le disais, de créer de la relation entre nous, qu'il s'agit là de mettre en place. Alors, moi, j'insiste sur l'idée du multitâche, parce que soit on est présent face à l'intervenant et au groupe, et donc à l'écran, soit, comme tu le disais, Florence, tu le diras certainement mieux que moi,
mais soit je n'apprends pas, si je n'apprends pas ou si je n'apporte pas, si je n'ai pas les deux pieds, hein, la fameuse image des deux pieds, bon, ben à ce moment-là, peut-être que je peux faire autre chose. Alors, c'est pas vrai, bien évidemment, pour une classe. Les enfants ont l'obligation d'être présents à distance, mais je pense qu'il s'agit de les aider à être dans cette participation active, comme on le fait en classe de manière présentielle. Alors, Hervé, Oui. Hervé, effectivement, tu fais référence à quelque chose qu'on va évoquer juste après, qui est une des règles d'une forme d'intelligence collective qui s'appelle le forum ouvert. Et en préambule de cela, donc pour continuer sur comment on crée cette membrane ou ce cadre facilitant d'échanges collectifs à distance, vous devez voir à s'afficher à l'écran 6 images qui sont en fait les règles les règles ou les règles d'une forme d'intelligence collective. Donc la première chose, c'est le cercle, c'est-à-dire que c'est comme si on s'imaginait non pas tous en randonnion derrière quelqu'un qui parle, mais dans une forme circulaire. Et donc, si on était en présentiel, on mettrait plutôt les chaises en rond, pour qu'il y ait une équivalence de parole. Ça, c'est une des bases de l'intelligence collective, c'est cette forme circulaire qui peut paraître anecdotique, mais en fait qui est plus que symbolique de cette idée de réciprocité et d'équivalence. La deuxième chose, c'est de partager le temps de parole équitablement et qu'il y ait effectivement un tour de parole, c'est-à-dire que chacun soit redevable de son avis, de son point de vue. Et ça, c'est tout à fait possible de l'imaginer à distance. Il y a une autre règle aussi dans l'intelligence collective, c'est d'accueillir les silences, parce que les silences, ce n'est pas forcément, souvent, en tout cas, ça va dépendre des cultures, mais on peut ressentir de la gêne par rapport au silence. Or, parfois, le silence, c'est ce qui permet à quelqu'un de réfléchir, de trouver la bonne idée, de trouver ce qu'il a envie de dire. Donc, voilà, une des règles pour faciliter des temps d'intelligence collective, c'est d'accueillir les silences. On a une quatrième règle qui est qu'on nomme parler au centre, c'est-à-dire que on parle au centre du sujet et on n'est pas sur des échanges en fait quelque part à une personne. On parle au centre du cercle, du sujet, et toutes les personnes qui sont autour du sujet parlent de ce sujet. Et donc, ça permet de ne pas être dirigé vers une personne, mais dirigé vers le sujet qui relie toutes les personnes concernées par la discussion. Ensuite, il y a une règle qui est celle d'additionner les avis, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on essaye d'être effectivement redevable de son point de vue, mais d'être dans une conversation générative, c'est-à-dire d'ajouter au point de vue de l'autre, d'ajouter à ce qui vient d'être dit, ce qui suppose qu'on a effectivement écouté ce qui a été dit et qu'on rebondit, non pas pour dire mais, oui, mais moi je pense ça, mais oui et à ce que tu viens de dire, à ce que vous venez de dire, j'ajouterais que. Et c'est cette addition des avis qui va permettre de construire un édifice collectif, y compris à distance, de manière plus générative, plus fertile en fait. Et puis la dernière chose qui est importante, et parfois dans des réunions collectives, surtout à distance, il peut y avoir des tensions qui sont plus difficiles à résoudre en fait que quand on est physiquement en présentiel, mais c'est d'essayer au maximum de dissocier les avis des personnes. C'est-à-dire que voilà, cette personne pense ça, ça ne définit pas ce qu'est la personne. Et cette dissociation-là permet en fait de ne pas être d'accord avec un avis, mais d'accueillir la personne en tant que telle. Et donc, plus facilement de résoudre peut-être les conflits ou de les éviter. Oui, Hervé ? Bon, parfait. Ben, je vois que Mathieu est de retour parmi nous. Et peut-être qu'on pourrait lui donner la parole pour qu'il témoigne un petit peu de son expérience de facilitateur, de sa vision, de son approche
de l'enseignement à distance, ou en tout cas des échanges via des écrans. Mathieu, est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez également? Ben c'est parfait, Mathieu. Impeccable, oui, oui. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Buet, j'ai une quarantaine d'années. Mon métier donc c'est d'être facilitateur en intelligence collective. Et l'une de mes spécialités, c'est d'accueillir ce qui se présente à moi. Donc là, je viens d'accueillir un bug technique qui m'a privé du début de la réunion pendant les 20 premières minutes. Donc merci à Florence et Hervé d'avoir pris le relais. Mais en tout cas, une chose vraiment très importante dans la facilitation à distance, c'est d'accueillir ce qui se présente à vous en tant qu'animateur ou à nous en tant que participants, puisqu'il y a la différence d'une session en présentiel où on va maîtriser plus de choses, avoir le contrôle sur davantage de choses. Le distanciel offre beaucoup d'imprévus et j'en ai fait les frais un peu aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être dans cette posture d'accueil, de se dire finalement quelles sont les opportunités qui vont se présenter à nous et comment faire en sorte que grâce à l'ensemble des participants connectés, grâce à l'ensemble des participants disponibles, on va pouvoir passer un moment agréable et productif tous ensemble. Florence, si tu m'entends, veux-tu passer sur le slide suivant pour qu'on donne un exemple assez concret? Je ne sais pas si tu peux mettre en plein écran, parce que là, il y a un peu plus de texte. En tout cas, il s'agit de l'exemple du forum ouvert. Le forum ouvert, c'est vraiment l'un des processus clés de l'intelligence collective. Et c'est un processus qui peut se dérouler aussi bien en présentiel qu'en distanciel. J'ai moi-même eu la chance d'animer à la fois des forums ouverts avec 200 ou 300 personnes, soit dans une salle, soit à distance. Et l'objectif, c'est vraiment de structurer des conversations ou des conférences à plusieurs. Et la caractéristique également, c'est qu'on va vraiment mettre l'ouverture sur le contenu. Qu'est-ce qu'on va aborder ensemble, de quoi on va parler ensemble, sur quoi on va travailler, et également sur la forme. Et la particularité du forum ouvert, c'est aussi qu'on va inviter les participants à définir eux-mêmes l'agenda, l'ordre du jour du moment qu'on va passer ensemble. Donc que ce soit une réunion de quelques heures ou que ce soit un séminaire d'une journée, on démarre toujours un forum ouvert, déjà en positionnant les participants en cercle, comme vous l'a dit Florence, pour favoriser l'équité, partager le pouvoir. On va annoncer une question importante, une question complexe à laquelle on veut associer l'ensemble des participants. Et on va souvent dire aux participants quelles sont les questions, quelles sont les idées, quels sont les enjeux que vous avez envie d'explorer aujourd'hui en lien avec cette thématique. Et quand on pose cette question à un groupe de participants, quelles sont les questions, les idées, les enjeux que vous avez envie d'explorer, on ne sait pas combien de sujets vont émerger, on ne sait pas quels sujets vont émerger, on ne sait pas qui va proposer un sujet. On est dans une posture d'accueil de ce qui se présente le jour où on organise ce forum ouvert. Et ensuite, on accueille les 10, 15 ou 20 sujets. Et ensuite, on va les programmer sur l'ensemble des quelques heures ou sur l'ensemble de la journée, de sorte qu'il y ait des moments pour qu'on puisse échanger, débattre, approfondir sur l'ensemble des sujets. Mais donc, c'est vraiment un fil conducteur qui va être co-construit à 100% par les participants. Et c'est vraiment eux qui sont à l'origine du déroulé, à l'origine du contenu. On va leur laisser de la liberté sur où est-ce qu'ils veulent se rendre, de quoi ils veulent aller discuter et avec qui. Et donc, c'est vraiment l'animateur qui va lâcher quelque part, lâcher prise, retirer le contrôle, mettre de côté cette notion de contrôle sur le déroulé et va vraiment accueillir ce qui se propose, accueillir ce qui vient et ce qui est important pour les participants. Donc ça, c'est vraiment un changement de casquette qui est vraiment très important. Oui, c'est ça. Là, vous avez... Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon, Florence. Je te remercie beaucoup. Donc, il y a quelques principes qui sont mis en image sur ce visuel. Les principes du forum ouvert, c'est par exemple, les personnes qui se présentent sont les bonnes personnes. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes 25 personnes connectées. Vous auriez pu être moins, vous auriez pu être plus. On dit dans le forum ouvert que les personnes qui sont connectées sont exactement les bonnes personnes. Une autre règle, c'est ça commence quand ça commence et ça finit quand ça finit. Ça veut dire que si on a fini un peu avant l'horaire prévu, c'est OK. On peut aller faire autre chose de ce temps-là. Et à l'inverse, si avant de démarrer, on avait besoin d'un petit peu de temps pour se synchroniser ou pour créer de la convivialité, on peut prendre ce temps aussi en amont. Toujours en lien avec l'accueil, dans un forum ouvert, ce qui arrive devait arriver. C'est-à-dire que le nombre de sujets qui vont être proposés par les participants, le nombre de gens qui vont rejoindre tel ou tel sujet, la nature des discussions, la nature des propositions est exactement ce qui pouvait arriver. Donc, on va vraiment être dans une posture d'accueil
de faire confiance au collectif et de se dire c'est lui qui sait ce qui est bon, ce qui est important, ce qui est pertinent. Et donc, ce n'est pas l'animateur qui est responsable de la richesse ou du contenu de la journée, c'est l'ensemble des participants qui sont co-responsables d'échanger et de produire quelque chose ensemble. Et la loi des 2 pieds dont parlait Hervé en ouverture, c'est une loi qui est assez intéressante et en même temps perturbante. C'est la question suivante: si je ne suis pas en train de contribuer à la discussion ou si je ne suis pas en train d'apprendre de cette discussion, il est peut-être temps pour moi de prendre mes 2 pieds et d'aller migrer vers un endroit où je serai plus à ma place. Donc dans un forum ouvert, si vous avez 10 ou 15 sujets qui ont émergé, vous n'allez pas les enchaîner tous les 15, vous allez en mettre certains en parallèle. Peut-être que voilà, à certaines heures, vous aurez 4 ou 5 sujets qui seront traités en parallèle. Et donc, les participants sont libres de se répartir, libres d'aller là où leurs 2 pieds les mènent. Et si au bout de 15 ou 20 minutes de discussion, ils se rendent compte qu'ils ne contribuent plus ou qu'ils n'apprennent plus, ils peuvent alors librement se déplacer. Et ça crée beaucoup de convivialité parce que les gens ne sont pas fixés pendant une demi-heure, 1 heure sur un thème, même si éventuellement ils se rendent compte qu'ils n'y contribuent pas autant qu'ils auraient voulu le faire. Et dans le forum ouvert, on utilise voilà, deux petits animaux totems qui sont le papillon qui va profiter d'un atelier, qui va s'y poser pour vraiment entendre tout ce qu'il y a à se dire sur ce thème-là avec ses collègues. À l'inverse, vous pouvez être plutôt une abeille qui va aller butiner de thème en thème, d'atelier en atelier. Et finalement, si on revient sur les journées qui vous sont proposées à distance en ce moment, vous avez vous aussi ces différentes possibilités. La possibilité de suivre tout ou la possibilité d'aller picorer ce qui vous intéresse. Vous avez la possibilité de rester à chaque séance jusqu'au bout et certains doivent s'autoriser, j'imagine, à quitter une session avant la fin. Et cette liberté, elle participe vraiment de l'autonomie, de l'engagement et quelque part de la satisfaction des participants qui ne sont pas contraints de suivre absolument un déroulé à la lettre. C'est plus des propositions, des invitations qui leur sont faites. Alors, si tu me permets, Mathieu, juste. Oui. Ouais, Mathieu, juste pour réagir et établir des liens avec ce que nous vivons en tant que pilote, en l'occurrence chef d'établissement, et après on pourra faire une incise pour les enseignants, mais il est vrai que dans l'animation d'un conseil pédagogique ou d'une demi-journée banalisée, on peut parfaitement imaginer ce type de dispositif de manière à faciliter l'intelligence collective sous forme d'atelier que tu es en train de décrire. Et moi, je vois bien ça, le préparant, parce que ce que tu disais aussi en préparant cet atelier, c'est quand même la nécessité de préparer très, très correctement et très fortement ces temps d'échange à travers les écrans. Et animer faciliter une rencontre à travers les écrans, c'est vraiment un gros travail si on souhaite effectivement que l'ensemble des participants puissent se l'approprier. Et donc, moi, je vois très bien l'animation d'un conseil pédagogique sous forme de papillons et d'abeilles, un petit peu moins peut-être avec des enseignants, ou alors ça serait peut-être plus ponctuel. S'il y a des enseignants dans la salle, ils pourront peut-être tout à l'heure réagir à cela. Mais je pense que ponctuellement, ça peut parfaitement s'imaginer de façon à associer un petit peu les élèves là-dessus. Voilà, je voulais juste réagir pour établir des liens avec ce qu'on peut vivre au quotidien. N'hésitez pas à réagir ou à poser des questions dans le chat. Ça nous permettra aussi de savoir un peu si ça correspond à vos attentes, si vous avez des besoins ou des questions. Donc, voilà, n'hésitez pas, on les prendra au fil de la conversation. Ce qu'on voulait vous donner à voir aussi, donc on a vu à la fois au début donc, comment soigner l'accueil. Deuxième chose, comment poser une membrane, un cadre contenant et prendre ce temps-là qu'on ne prend pas souvent à distance. On a parlé des règles d'intelligence collective qui permettent de faciliter des temps, alors en grand groupe, comme vient de le décrire Mathieu, donc le forum ouvert, ça peut être à 20, à 200, donc en tout cas, c'est une forme qui permet à l'individu de se mettre au service des sujets et du collectif. Il y a une forme d'intelligence collective qui peut aussi être très utile et très fonctionnelle à distance. C'est ce qu'on appelle le co-développement. Et le co-développement, c'est comment le groupe
est au service de l'individu. Donc, c'est une forme d'intelligence collective qui est dans la résolution d'une problématique complexe, hein, puisque l'intelligence collective n'est utile et valable que pour des problématiques complexes qui ne peuvent pas être résolues par une seule personne. Et ça, c'est important parce que parfois, l'intelligence collective, on va la mettre un peu à toutes les sauces. Si une personne a la réponse et la solution, c'est qu'on n'a pas besoin de l'intelligence collective. Et donc, le co-développement, c'est une forme d'intelligence collective où le groupe va se mettre au service de la résolution de la problématique d'un des membres du groupe. C'est comme une sorte de petite tontine de résolution de problématiques professionnelles. Hervé, je crois que tu voulais partager un petit peu ton expérience de ça, et je vais montrer le processus de co-développement pour que vous l'ayez un peu en visuel pendant que Hervé, tu partages ton expérience. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, moi, de participer à une expérience de co-développement avec certains de mes collègues, d'ailleurs, qui sont ici, notamment via la certification avec sur le leadership avec l'Université Laval. Et je dois avouer que ça a été quelque chose de très, très riche. Nous nous sommes retrouvés une fois par mois, donc ce n'est pas énorme, hein, avec 5-6 collègues et une facilitatrice. Et comme l'expliquait parfaitement Florence, nous avons abordé des problématiques complexes de certains d'entre nous. Et nous avons réfléchi ensemble comment aider certains collègues. Et moi-même, j'ai soulevé certaines des problématiques que je traversais. Alors, sans rentrer dans une thérapie, hein, je ne vais pas parler de divan numérique, mais malgré tout, c'est un temps qui a beaucoup apporté en termes d'authenticité, de confidentialité, certes, bien sûr, mais également de conseils très bienveillants de la part de pairs. Et je ne peux que, moi, vraiment me féliciter d'avoir découvert cette formule parce que ça m'a beaucoup aidé. Et je souhaiterais que la mission laïque française, et là c'est un appel que je lance à Michel Bure et au siège, puisse proposer ce type de séances de co-développement, soit aux cadres ou aux enseignants de notre réseau, volontaires bien évidemment. Et je pense que ça serait un appui non négligeable à l'heure actuelle dans une situation où on est tous un peu isolés. Échanger avec des collègues du Liban, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, de la Nouvelle-Orléans, sur des problématiques du Canada, sur des problématiques particulières, c'est très, très riche. Et je pense que pour les collègues enseignants, ça pourrait être également une belle opportunité. Pour cela, il faut effectivement des facilitateurs, et je remercie vraiment encore une fois Mathieu pour sa présentation, parce que ça ne s'improvise pas. Et d'ailleurs, on mettra dans le chat, Mathieu proposera dans quelques temps des types de vulgarisation du co-développement, et je pense que ça peut être intéressant de creuser cette question et pour ensuite arriver à animer ensemble ces petits groupes. Voilà. Si Mathieu veut réagir là-dessus aussi. Mathieu, effectivement, prendre la parole sur, parce que dans le sujet qui nous est posé, c'est convivialité numérique, quelle posture et quel changement de posture, et peut-être effectivement expliquer quelle est la posture du facilitateur. C'est un métier, c'est ton métier, mais est-ce qu'on peut endosser cette posture-là, ce rôle-là, alors qu'on n'est pas un professionnel du métier? C'est peut-être une question qui pourrait, sur laquelle tu peux rebondir et faire le lien entre le codev et puis la question de la posture. Oui, merci Florence pour cette question. Je pense que la question centrale, c'est suis-je concerné par le sujet qui va être traité? Que ce soit lors d'un forum ouvert, que ce soit pendant un groupe de co-développement, il est sûr que si je suis concerné personnellement par les problématiques, je vais avoir tendance à intervenir et interagir sur le fond. Donc l'avantage du facilitateur, qui est souvent quelqu'un d'extérieur à l'enjeu ou à la problématique, c'est qu'il peut vraiment regarder le groupe évoluer en étant à l'extérieur du groupe et faire en sorte que tout se passe au mieux, sans être tenté de prendre parti ou position sur le fond du sujet. Après, il existe bien sûr ce qu'on appelle des facilitateurs internes qui ont un pied dans le sujet et un pied en dehors pour être vraiment garant du processus, garant de cette fameuse membrane qui doit être à la fois souple, sécurisante et rassurante pour le groupe. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours simple de faciliter des collègues, de faciliter des pairs. En tout cas, c'est possible de monter en compétence par rapport à ça. Je dirais la qualité première, c'est
ce qu'on peut appeler la capacité à se mettre en posture basse, se mettre en position au service du groupe. On est vraiment là pour, créer les ingrédients pour que le groupe réussisse, créer les ingrédients nécessaires pour que le groupe trouve lui-même ses solutions. C'est une posture assez radicalement différente de celle du formateur. Moi, j'ai été formateur pendant, 10 ou 15 ans. J'avais été entraîné à transmettre, à partager ma passion et à convaincre des auditoires. Et puis quand j'ai découvert effectivement des processus de forum ouvert ou de co-développement, j'ai mesuré à quel point on pouvait aussi avoir un impact en étant assis au sein du collectif, en étant plus silencieux, en faisant en sorte que le bâton de parole circule, en faisant en sorte que chacun, se sente à sa place. C'est vraiment une posture différente, mais que j'encourage celles et ceux qui le souhaitent à tenter ou à tester, en sachant que le mot d'ordre, c'est, accueil, bienveillance, confiance. C'est vraiment ces mots d'ordre-là qui doivent guider le rôle de facilitateur. Je vois que Valérie nous écrit: «C'est le principe des GIZ et autres groupes». C'est vrai que parfois on fait le lien entre, groupe d'échange de pratiques, groupe de co-développement. Alors il y a des similitudes, hein, puis il y a quelques petites différences, mais effectivement tout ce qui va permettre de s'appuyer sur des collègues, de s'appuyer sur ses pairs pour, soit progresser, soit trouver des solutions, c'est vraiment ça que le facilitateur doit accompagner. Alors, avec une petite différence quand même qu'on avait mesurée entre les groupes d'analyse des pratiques professionnelles et le co-développement, c'est que dans l'analyse, dans les groupes d'analyse de pratiques, on analyse la pratique de manière un peu factuelle, alors que le co-développement est peut-être un peu plus orienté solution. C'est-à-dire que quelqu'un expose sa problématique et le groupe va se mettre au service de la problématique qui a été exposée pour essayer de trouver des solutions, d'apporter des réponses. Ensuite, charge aux porteurs de problématiques de prendre ou de ne pas prendre, mais l'enjeu, c'est quand même d'essayer de lui résoudre un problème. Donc, on n'est pas juste dans une analyse, on est dans essayer de trouver une solution pour résoudre la problématique de l'un des membres du groupe. Donc, voilà, c'est ça un peu la différence. Oui. Noël demande si effectivement l'analyse de pratique rentre dans ce cadre des dispositifs de co-développement. Qu'est-ce que vous pourriez répondre là-dessus? Moi, je dirais que chaque processus a sa méthode et son objectif. Donc, on a déjà vu des similitudes, mais comme vient de le dire Florence, effectivement, le co-développement, si on monte un groupe de co-développement de 8 personnes, par exemple, il y aura en général 8 séances. Et pendant les 8 séances, chacun des 8 participants recevront des soutiens, de l'aide, des conseils. Et donc, le reste des participants va se mettre à son service. Voilà, donc c'est plus ça le rapport d'aide, de soutien mutuel et réciproque. En ça, c'est assez différent peut-être du groupe d'échange de pratiques, mais en tout cas, les 2 techniques pour moi participent de partager, d'échanger, de s'appuyer les uns sur les autres. Je suis vigilant aussi sur le timing, parce que je vois qu'il nous reste quelques minutes. Florence, comment à la fois répondre aux questions et garder un petit temps pour soigner la déclusion, parce qu'on s'était dit que aussi important est le moment de créer voilà, la convivialité, de créer le moment, il faut aussi se garder toujours un petit peu de temps pour essayer de terminer finalement le plus proprement possible un moment collectif. Et souvent, je dis, quand c'est prévu pour se terminer à 15 heures, il ne faut pas arrêter de parler à 14h59. C'est ce qui est marqué sur le schéma. C'est comment faire en sorte que on referme proprement ce moment collectif. Je ne sais pas, Hervé ou Florence, si vous avez soit une dernière remarque à faire, une question dans le chat que vous voudriez absolument prendre, avant qu'on puisse poser une dernière question à notre groupe. Comment voulez-vous faire? Je pense que comme il est 10h57, si on veut s'appliquer à nous-mêmes les principes qu'on énonce ici. Non, je ne chanterai pas, Valérie. Pas pour l'instant. Il fait très beau à Tenerife, mais donc je veux que ça dure. Donc, une question qu'on peut vous poser pour essayer de terminer sur une mise en commun ou sur un partage, ça peut être la question assez simple qui est avec quoi repartez-vous de ces 45 minutes? Vous pouvez saisir dans le chat, voilà, est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une découverte? Est-ce que c'est une émotion? Voilà, avec quoi vous repartez? Ce qui nous permet à Hervé, Florence et moi de voir un petit peu ce qui a pu vous être apporté pendant ces 45 minutes. Et puis ça vous permet à chacune de constater qui repart avec quoi,
Et donc voilà, Valérie commence avec le plaisir de voir les collègues et d'entendre leur voix. Donc ça, c'est un beau cadeau. Même si on n'est pas en présentiel, on a déjà ce cadeau-là de pouvoir se voir et de pouvoir se parler. Vous pouvez aussi activer votre micro si vous avez plutôt envie de répondre à la question de vive voix. C'est agréable également. Florence nous dit « Le groupe doit être stable ». Hop. Y a-t-il d'autres réponses à la question? Catherine se sent l'envie ou l'idée d'aller butiner, peut-être dans la suite des rencontres qui vous sont proposées actuellement? Hervé, Florence, avec quoi repartez-vous tous les deux? Moi, je repars avec l'envie comme disait Noël, de gratter encore le co-développement parce que j'en retire une expérience extraordinaire avec 5 collègues, dont quelques-uns sont parmi nous. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté et j'aimerais que ça soit étendu à la communauté enseignante, à la communauté des personnels de direction. Et c'est pour ça que je pense que le contact qu'on doit garder, Mathieu, et je sais que vendredi prochain, tu fais une petite présentation, alors c'est à 14h heure de Paris, j'ai mis le lien dans le chat, c'est une présentation de ce dispositif. En tout cas, j'y participerai et j'incite les gens à y participer pour bien découvrir ce qu'est effectivement cette technique-là, de l'accueil et de l'écoute entre nous. Donc, je retiens ça, moi. Et toi, Florence, avec quoi repars-tu? Avec le plaisir d'avoir pu échanger, mais une petite frustration de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour écouter justement les participants, les attentes et questions. Donc voilà, mais toujours un plaisir en tout cas de rencontrer tout ce réseau riche de la Mission laïque française, parce que on voyage avec vous, donc en ces temps de confinement, c'est un bonheur. Voilà. Merci c'est l'heure de se dire au revoir, du coup, Mathieu. Ouais. Exactement, de vous souhaiter un très bon moment dans la suite des sessions qui vous sont proposées, en essayant de mettre la convivialité le plus haut possible dans les sessions qui vont suivre, dans la fin de cette semaine, dans le week-end. Voilà. Plaçons ce week-end sous le signe de la convivialité, en numérique, mais pas que. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci Florence et Mathieu. Salut à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Adios. Au revoir. Adios. Adios.